Bonjour et bienvenue sur le séminaire René Guénon, le séminaire René Guénon qui a pour but de fournir des cours complets sur tous les chapitres des œuvres étudiées de René Guénon. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en me faisant des dons sur Tipeee sur la page du séminaire René Guénon. Et nous sommes donc à la deuxième partie et au troisième chapitre qui s'appelle Constitution et rôle de l'élite. Alors, il faut d'abord commencer par expliquer ce que René Guénon entend par élite. Il est bien évident que René Guénon ne parle absolument pas d'une fausse élite, que serait une élite simplement sociale, ou sociopolitique, ou économique ou financière. Ce sont des fausses élites. Donc il faut quand même rétablir le sens des mots et la vraie valeur des choses, même si aujourd'hui nous vivons dans un monde qui est régi par des mots et des notions qui sont en réalité fausses, puisque aujourd'hui nous avons des élites qui sont donc uniquement financières, économiques et sociopolitiques, et qui n'ont rien de traditionnel. Évidemment, René Guénon parle d'une élite, donc il faudrait reconstituer justement, puisqu'elle n'existe pas, elle n'est pas établie aujourd'hui dans le monde actuel. René Guénon parle d'une élite au sens traditionnel et spirituel, et pour lui, donc, cette élite n'est pas fondée sur des critères ni économiques, ni politiques, ni sociaux, mais elle n'est pas non plus fondée sur des critères de scientificité moderne ou d'érudition formelle. Il explique: les aptitudes que nous avons en vue quand nous parlons de l'élite véritable, étant de l'ordre de l'intellectualité pure, ne peuvent être déterminées par aucun critérium extérieur, et ce sont là des choses qui n'ont rien à voir avec l'instruction profane. Il y a dans certains pays d'Orient des gens qui, ne sachant ni lire ni écrire, n'en parviennent pas moins à un degré fort élevé dans l'élite intellectuelle. Dans les sociétés traditionnelles, il n'est pas forcément nécessaire de savoir lire et écrire, ou d'avoir une instruction profane ou une certaine forme d'érudition dans un domaine de la science ou dans d'autres, pour avoir un degré élevé dans l'élite intellectuelle, puisque René Guénon, évidemment, conçoit cela dans un sens spirituel. Le spirituel est toujours lié à l'intellectuel chez René Guénon dans la tradition. Alors, c'est pourquoi, évidemment, les êtres qualifiés intellectuellement pour faire partie de cette élite traditionnelle théorique, eh bien, ils émergent difficilement aujourd'hui dans le monde moderne. En Occident, ils ne peuvent rencontrer présentement que des obstacles, souvent insurmontables, et ce n'est que grâce à des circonstances assez exceptionnelles que l'on peut sortir des cadres imposés par les conventions tant mentales que sociales. Donc René Guénon est parfaitement conscient qu'il existe aujourd'hui dans notre société moderne une chape de plomb, un conformisme tyrannique qui enferme les esprits et qui enferme les individus dans un cadre qui n'est pas spirituel, qui n'est pas intellectuel, et qui est un pur conformisme sociopolitique et économique, dans lequel ne peut évidemment pas s'exprimer une véritable élite intellectuelle ou spirituelle. Ensuite, René Guénon envisage encore plus concrètement qu'auparavant les tenants et les aboutissants de son projet de reconstitution d'une telle élite qui reste encore un projet théorique. Et il faut bien rappeler que René Guénon est donc dans la proposition d'un projet théorique, puisqu'il explique tout simplement ce qui devrait exister. Effectivement, une société a besoin d'une élite, mais quelle élite ? Donc à partir de ce moment-là, René Guénon propose la manière dont une telle élite devrait être constituée. Mais il est bien évident que dans la situation actuelle et dans le cadre de la succession des cycles cosmiques et des cycles de l'humanité, une élite ne peut fonder une société que dans un début de cycle. Ça, c'est une règle cyclologique, c'est une règle cyclique universelle et cosmique. René Guénon propose le projet de la refondation d'un modèle de civilisation ou d'un modèle de société
fondée sur une élite traditionnelle véritable. Donc fondée par le haut, par le sommet de la pyramide en quelque sorte. Or, cela ne peut avoir lieu véritablement et complètement que dans un début de cycle. Et donc il faut qu'il y ait eu précédemment une fin de cycle. Donc c'est en quelque sorte le retour du Christ. La reconstitution d'une élite, c'est ça, c'est le retour du Christ et de l'Église, ou c'est le retour au paradis terrestre, etc. Ce genre de motif des textes sacrés. Et donc, ce que René Guénon propose doit donc s'inscrire, doit donc être relié à la doctrine des cycles cosmiques. Mais, pour l'instant, il ne parle que des principes généraux par lesquels une élite traditionnelle pourrait réémerger ou émerger et reconstituer une sorte de modèle social dans une forme de tradition. À notre époque, évidemment, il commence par partir de notre époque. À notre époque, l'élite intellectuelle, telle que nous l'entendons, nous dit René Guénon, est donc véritablement inexistante en Occident. Les cas d'exception sont trop rares et trop isolés pour qu'on les regarde comme constituant quelque chose qui puisse porter ce nom, et encore sont-ils en réalité pour la plupart tout à fait étrangers au monde occidental. Car il s'agit d'individualités qui, devant tout à l'Orient sous le rapport intellectuel, se trouvent à peu près à cet égard dans la même situation que les orientaux vivant en Europe, et qui ne savent que trop quel abîme les sépare mentalement des hommes qui les entourent. Alors, aujourd'hui évidemment, quand il parle d'orientaux qui vivent en Europe, etc., aujourd'hui c'est totalement différent puisqu'il s'agit d'une immigration massive qui est dans un contexte totalement différent d'orientaux qui auraient pu séjourner en Europe de manière temporaire dans les années 20 où écrit René Guénon. Mais le principe reste le même. René Guénon explique qu'une véritable élite, ou quelqu'un qui serait qualifié pour faire partie d'une élite dans l'Occident actuel, se sentirait comme un oriental qui vivrait en Occident, puisque l'oriental est le modèle en quelque sorte de l'homme traditionnel pour Guénon dans les années 20. Or, évidemment, un oriental dans les années 20 qui vit en Occident serait totalement dans un climat complètement différent du climat, du mode de vie traditionnel. Donc il se trouverait totalement dépaysé, totalement déraciné, etc., etc. Donc on peut dire que René Guénon entend par là des gens qui, tant ils sont traditionnels, ressemblent plus à des orientaux qu'à des occidentaux, et se sentent donc étrangers en Occident. Donc l'élite d'aujourd'hui se sent étranger à l'Occident, et d'ailleurs, il faut noter que très souvent, ces gens, ou des gens qui ont plus ou moins une forme d'aspiration spirituelle et qui se sentent un petit peu étrangers au conformisme de la société de consommation moderne, se tournent vers l'Orient, vers le bouddhisme, vers le yoga, etc., etc., ou vers des formes de New Age qui intègrent des doctrines orientales et des syncrétismes artificiels, mais teintés d'Orient. Mais revenons à Guénon pour revenir sur des critères et sur des réflexions plus sérieuses. Dans ces conditions, donc dans les conditions actuelles de l'Occident moderne, on est assurément tenté de se renfermer en soi-même plutôt que de risquer, en cherchant à exprimer certaines idées, de se heurter à l'indifférence générale ou même de provoquer des réactions hostiles. Pourtant, si l'on est persuadé de la nécessité de certains changements, il faut bien commencer à faire quelque chose dans ce sens, et tout au moins donner à ceux qui en sont capables, car il doit y en avoir malgré tout, l'occasion de développer leurs facultés latentes. La première difficulté est d'atteindre ceux qui sont ainsi qualifiés et qui peuvent ne soupçonner aucunement leurs propres possibilités. Une seconde difficulté serait ensuite d'opérer une sélection et d'écarter ceux qui pourraient se croire qualifiés sans l'être effectivement, mais nous devons dire que très probablement cette élimination se ferait presque d'elle-même. Alors, il faut bien être assez franc sur le fait que René Guénon s'adresse évidemment, et il parle d'abord, ici, a priori, de ses propres lecteurs, en fait. De ses propres lecteurs.
Donc René Guénon refuse que ces lecteurs qualifiés s'en tiennent à n'être que des rats de bibliothèque, à des guénoniens enfermés dans une tour d'ivoire d'érudition livresque, pseudo-traditionnelle. Et c'est d'ailleurs tout à son honneur. René Guénon explique que il faut bien commencer à faire quelque chose en ce sens. C'est-à-dire que le guénonien, la personne qui se sent traditionnelle, qui se sent appelée à un mode de vie traditionnel, c'est-à-dire véritablement spirituel, se sent évidemment totalement étranger à l'Occident moderne, il se sent complètement étouffé par le conformisme social, mental, scientifique d'aujourd'hui, et qu'il se heurte à un mur de soit l'indifférence générale, soit des réactions hostiles. Et là, il faut bien remarquer que René Guénon avait une lucidité absolument ahurissante de la vérité même. De la vérité même qu'on peut constater aujourd'hui, faites le test, parlez autour de vous des principes traditionnels, des principes spirituels, ou des vérités tout simplement d'analyse anthropologique et sociologique de René Guénon dans ses ouvrages, vous allez vous heurter soit à l'indifférence générale, soit à des réactions hostiles. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que cette voie par laquelle cette élite occidentale, cette élite en Occident pourrait essayer de se réveiller, tout simplement? Déjà, de se réveiller. René Guénon propose donc une voie métaphysique, spirituelle, proposée à des personnes qualifiées pour appartenir à une telle élite. Tout ce qui se rapporte à l'ordre métaphysique est en soi susceptible d'ouvrir, à qui le conçoit vraiment, des horizons illimités. Ce n'est pas là une hyperbole ni une façon de parler, mais il faut l'entendre tout à fait littéralement, comme une conséquence immédiate de l'universalité même des principes. Ceux à qui l'on parle simplement d'études métaphysiques et de choses qui se tiennent exclusivement dans le domaine de la pure intellectualité ne peuvent guère se douter au premier abord de tout ce que cela implique. Qu'on ne s'y trompe pas, il s'agit là des choses les plus formidables qui soient, et auprès desquelles tout le reste n'est qu'un jeu d'enfant. Donc, pour René Guénon, la voie métaphysique, la voie spirituelle, c'est atteindre l'absolu, c'est atteindre l'universalité véritable et effective des principes. Et donc, René Guénon explique qu'il s'agit d'entrer dans une voie qui a des horizons illimités, tout simplement parce que c'est la voie vers l'infini. Parce que métaphysiquement, le principe de toute chose, de tout être, loge dans l'infini. Et donc celui qui s'engage dans la voie spirituelle, véritable et totale, s'engage dans une voie qui mène vers l'infini et donc qui a des horizons illimités. Donc tel est l'objectif et tel est l'enjeu. Mais il faut bien évidemment être d'abord qualifié pour entrer dans une telle voie. Que ce soit qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ou qu'on ne comprenne pas exactement tous les enjeux de tout cela, de toute manière, il n'y aura que les personnes effectivement qualifiées qui entreront véritablement dans la voie spirituelle. Et toutes celles qui ne sont pas qualifiées et qui entreront dans une voie spirituelle, en fait n'y entreront pas et seront simplement dans l'illusion qu'elles y sont entrées. Voilà. Donc pour elles, ce sera une pure illusion. Donc la question de la qualification spirituelle est très délicate, évidemment, car les erreurs et les illusions sur soi-même se manifestent très souvent, et d'ailleurs, René Guénon en est parfaitement conscient. Il nous dit « C'est pourquoi d'ailleurs, ceux qui veulent aborder ce domaine sans posséder les qualifications requises pour parvenir au moins au premier degré de la compréhension vraie, se retirent spontanément dès qu'ils se trouvent mis en demeure d'entreprendre un travail sérieux et effectif. Les véritables mystères se défendent d'eux-mêmes contre toute curiosité profane. » Et Guénon va même jusqu'à évoquer des puissances d'illusion que l'on peut qualifier de diaboliques. Donc, en réalité, les personnes qui entreraient dans une voie métaphysique
ésotérique, spirituelle, véritable, profonde, mais qui n'en auraient pas les qualifications, eh bien ils transformeraient la chose dans laquelle ils entrent en illusion totale, puisque les véritables mystères se déroberaient totalement à eux, et ils entreraient tout simplement dans un théâtre d'ombre, dans une farce, dans une comédie, dans un bal costumé, si vous voulez, plus ou moins, dans un carnaval, dans des choses purement illusoires, purement artificielles, qui n'auraient rien à voir avec la véritable spiritualité. Et il faut bien comprendre que René Guénon, si on a du mal à s'imaginer que cela puisse être totalement illusoire, c'est-à-dire que quelqu'un qui va pratiquer une religion, une initiation ésotérique, quoi que ce soit, qui pourrait être authentique, René Guénon explique que les puissances d'illusion sont diaboliques, c'est-à-dire qu'une personne qui ne serait pas qualifiée serait dans une illusion diabolique, alors même qu'elle se trouve dans un lieu fréquenté par des gens qui, eux, sont dans une véritable voie spirituelle. Cette personne-là, si elle n'est pas qualifiée, elle ne vivrait que dans une illusion. Voilà, c'est extrêmement important de prendre en compte cela. Guénon réfute ensuite les conceptions formalistes et romantiques, ou encore occultisto-ésotériques, pseudo-ésotériques, d'une organisation initiatique ou spirituelle. Il explique, bien des gens, en entendant prononcer le mot d'organisation, s'imaginent aussitôt qu'il s'agit de quelque chose de comparable à la formation d'un groupement ou d'une association quelconque, c'est-à-dire une structure sociale formelle. C'est là une erreur complète, nous dit René Guénon, et ceux qui se font de telles idées prouvent par là qu'ils ne comprennent ni le sens ni la portée de la question toujours de la constitution d'une élite traditionnelle ou, de manière générale, de la qualification spirituelle véritable. Donc, quelqu'un qui serait appelé à appartenir à une élite intellectuelle et spirituelle ne doit pas s'imaginer appartenir à une organisation qui aurait la forme d'un groupement ou d'une association quelconque sur un plan formel et profane. C'est extrêmement important. C'est là encore une marque de véritable spiritualité. En effet, pas plus que la métaphysique vraie ne peut s'enfermer dans les formules d'un système ou d'une théorie particulière, l'élite intellectuelle ne saurait s'accommoder des formes d'une société, au sens société anonyme, société profane, société administrative, société à statut déposé dans une mairie, dans une préfecture, etc. Voilà, constituée avec des statuts, des règlements, des réunions et toutes les autres manifestations extérieures, mondaines et sociales, que ce mot implique nécessairement. C'est pourquoi d'ailleurs René Guénon réfute tout but immédiatement politique. Une élite spirituelle qui se constituerait sous forme d'un certain regroupement ne pourrait aucunement avoir un but politique. Pourquoi ? De tels groupements, constitués socialement et formels, risqueraient fort de se laisser séduire par la perspective d'une action sociale immédiate, peut-être même politique au sens le plus étroit de ce mot, ce qui serait bien la plus fâcheuse de toutes les éventualités. Une des qualifications nécessaires est donc celle-ci: il faut posséder des données théoriques inébranlables et fort étendues, avant de songer à tenter la moindre réalisation. Pour cette élite, donc spirituelle traditionnelle, potentielle, l'acquisition même de ces données, donc de ces connaissances en fait, n'est pas une tâche si aisée pour les Occidentaux. En tout cas, nous n'y insisterons jamais trop, elle est ce par quoi il faut nécessairement débuter, elle constitue l'unique préparation indispensable. Alors, René Guénon était, comme nous l'avons déjà dit, comme nous l'avons déjà répété et démontré, contre toute conversion à une tradition étrangère en Occident, lui-même étant un exemple que si c'est le cas, eh bien, il faut partir dans un pays oriental comme lui il l'a fait. C'est-à-dire que René Guénon s'est rattaché à l'islam et il est parti dans un pays islamique.
orientale. Donc René Guénon est opposé à toute conversion à une tradition étrangère à l'Occident en Occident. Et donc, il est contre René Guénon, et donc, en ce qui concerne l'élite occidentale pour laquelle il parle de ce projet de reconstitution, René Guénon est opposé à toute institution d'une organisation initiatique orientale en Occident. C'est extrêmement important là encore. Et là, nous allons citer René Guénon une phrase absolument essentielle que apparemment 95% des guénoniens français n'ont jamais pris en compte, notamment tous les guénoniens qui se sont rattachés à l'islam en France. Je cite René Guénon, « Nous pouvons affirmer ceci. Jamais aucune organisation orientale n'établira de branche en Occident. » Voilà. Jamais aucune organisation orientale, donc évidemment René Guénon entend là une organisation orientale traditionnelle et authentique. Donc jamais aucune organisation orientale traditionnelle et authentique n'établira de branche en Occident. Donc n'existera en Occident. Il pourrait y avoir des individus qui voyagent et qui prennent des contacts, oui, que ce soit des orientaux ou des occidentaux. Mais jamais aucune organisation traditionnelle, authentique, orientale n'établira de branches, de centres en Occident. Voilà. Donc c'est quand même... et là, il faut répéter que 95%, ou peut-être 100%, des guénoniens ou des prétendus guénoniens français ont totalement oublié ce principe fondamental de Guénon, selon lequel il ne pouvait pas y avoir une élite orientalisée en Occident. Donc ce n'est pas avec une tradition orientale qu'on refonde l'Occident. Voilà. Ou qu'on refonde une spiritualité traditionnelle en Occident. Nous pouvons d'ailleurs signaler à cette occasion que des musulmans qui vivraient en Occident auraient exactement le parcours inverse de celui de René Guénon. Donc le parcours contraire, le parcours inversé, renversé. Le parcours renversé dans tous les sens du terme de René Guénon. René Guénon est un homme traditionnel qui est parti en Orient pour des raisons traditionnelles et qui s'est converti à la tradition du pays où il s'est installé. Ce qui est l'exact inverse de ceux qui sont en Occident pour des raisons profanes, et notamment matérielles, mais qui gardent leur tradition étrangère, notamment orientale ou crue orientale, islam, hindouisme, bouddhisme, quel qu'il soit. En l'occurrence, en ce qui concerne la France, il s'agit principalement de l'islam. Donc c'est l'inverse de ce qu'a vécu René Guénon. Donc il faut bien qu'ils prennent conscience, tous ces gens-là, que ce qu'ils vivent, que leur vie est fondée sur l'inversion de l'exemple même de René Guénon. René Guénon n'a vécu l'islam que en Égypte. Et il est parti en Égypte pour vivre l'islam. Donc les personnes qui veulent vivre l'islam en France renversent l'exemple de René Guénon, renversent le modèle de René Guénon, et ce modèle de René Guénon qui est confirmé par toutes les phrases, tous les propos que j'ai cités et que j'ai expliqués de René Guénon dans d'autres chapitres et dans celui-ci. René Guénon donc confirme totalement la réflexion que je viens d'avoir en disant, je cite, « Ceux qui se sont assimilés directement l'intellectualité orientale, c'est-à-dire ceux qui sont convertis et rattachés à une tradition orientale pour des raisons strictement individuelles et ayant une existence comparable à celle de Guénon, par exemple, ne peuvent prétendre qu'à jouer ce rôle d'intermédiaire dont nous parlions tout à l'heure. Voilà. Ceux qui se sont... René Guénon là parle de personnes, voilà, il les désigne en disant ceux qui se sont assimilés directement à l'intellectualité orientale. En fait, il désigne par là des personnes effectivement rattachées à une organisation orientale. Mais il ne le dit pas de manière totalement explicite,
Parce que, tout simplement, c'est son cas personnel à lui, et il ne veut pas généraliser son cas. Donc, il va utiliser une formulation qui est un petit peu vague, mais qui contient l'essentiel, hein, ceux qui se sont assimilés à l'intellectualité, orientale. Donc, ce sont les personnes rattachées à une tradition orientale, pour des raisons et pour des vocations strictement individuelles, puisqu'il n'y a pas de branche d'organisation orientale en Occident. Rappelons-le, comme vient de le dire Guénon. René Guénon s'est en effet rattaché au soufisme sans pouvoir le vivre pleinement, évidemment, en Occident, en 1910. Donc, quand il écrit en 1924 Orient et Occident, il s'est lui-même assimilé l'intellectualité orientale et s'est lui-même rattaché à une organisation ou à une filiation, en tout cas orientale, mais pour laquelle il n'y avait pas de branche en Occident, comme il le dit lui-même, puisqu'il n'y a pas d'organisation orientale qui ait de branche en Occident. Voilà. Donc, ces précisions sont extrêmement importantes. Reprenons. Toutes les personnes qui se seraient donc converties, rattachées à une tradition orientale et qui viendraient de l'Occident, ne peuvent prétendre qu'à jouer ce rôle d'intermédiaire dont nous parlions tout à l'heure, dit René Guénon. Ils sont, du fait de cette assimilation, trop près de l'Orient pour faire plus. Donc René Guénon explique là que ces personnes rattachées à des organisations orientales traditionnelles ne peuvent pas appartenir à l'élite spirituelle d'Occident. Il faut que ça soit bien clair. Ils sont, du fait de cette assimilation, donc on va les appeler les convertis ou les rattachés à des organisations orientales. Tous ces rattachés, tous ces convertis à des filiations ou des organisations orientales sont trop près de l'Orient pour faire plus. C'est-à-dire pour faire plus que d'être de simples contacts. Ils peuvent suggérer des idées, exposer des conceptions, indiquer ce qu'il conviendrait de faire, mais non prendre par eux-mêmes l'initiative d'une organisation qui, venant d'eux, ne serait pas vraiment occidentale. Voilà. René Guénon parle de la constitution d'une élite dans une organisation, même si elle est très informelle au départ, dans une organisation qui doit être occidentale. Là, c'est encore à rappeler à tous les guénoniens convertis ou tous les musulmans guénoniens qui vivent en France ou qui vivent en Occident. Le seul but dont parle René Guénon est de constituer une organisation traditionnelle, spirituelle, occidentale en Occident, et non pas orientale en Occident, en faisant des occidentaux convertis à une tradition étrangère, éventualité que Guénon n'envisage ni de près ni de loin. Guénon continue exactement dans le même sens. L'initiative devrait venir d'individualités qui se seraient développées par la compréhension de ces doctrines orientales. De ces doctrines, je rajoute orientales parce que c'est à cela que pense René Guénon, hein. Mais sans avoir de lien trop direct avec l'Orient et en gardant au contraire le contact avec tout ce qui peut encore subsister de valable, donc de traditionnel, de spirituel, dans la civilisation occidentale. Donc René Guénon, là encore c'est tout à fait clair, il parle de personnes ancrées et enracinées en Occident et dans la tradition occidentale, mais qui auraient assez de contact avec des personnalités traditionnelles venues d'Orient pour pouvoir régénérer la tradition en Occident. Donc René Guénon préconise tout à fait l'inverse d'une conversion à une tradition étrangère, que ce soit l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme ou n'importe quel autre. Ensuite, René Guénon nous explique que l'impatience serait une erreur, serait un vice, un défaut. Tous les prétendants à cette élite traditionnelle d'Occident ne doivent pas être impatients. Il explique « Ceux qui ne sont pas même capables de réfréner leur impatience
le serait encore bien moins de mener à bien le moindre travail d'ordre métaphysique. Qu'ils essayent simplement à titre d'exercice préliminaire, ne les engageant à rien, de concentrer leur attention sur une idée unique, d'ailleurs quelconque, pendant une demi-minute. Voilà, donc c'est un petit peu une boutade, mais en même temps c'est un petit défi que chacun peut relever pour jauger un petit peu ses capacités de concentration qui sont une des qualifications essentielles de la tradition spirituelle, de n'importe quelle voie spirituelle. Donc la patience, la concentration. D'ailleurs, il cite Max Muller. René Guénon cite Max Muller, donc je cite René Guénon qui cite Max Muller. La concentration de la pensée, appelée par les hindous ekagrata ou ekagriya, est quelque chose qui nous est presque inconnu. Nos esprits sont comme des kaléidoscopes de pensée en mouvement constant, et fermer nos yeux mentaux à toute autre chose, en nous fixant sur une pensée seulement, est devenu pour la plupart d'entre nous à peu près aussi impossible que de saisir une note musicale sans ses harmoniques. Avec la vie que nous menons aujourd'hui, il est devenu impossible, ou presque impossible, d'arriver jamais à cette intensité de pensée que les hindous désignaient par ekagrata, et dont l'obtention était pour eux la condition indispensable de toute spéculation philosophique et religieuse, c'est-à-dire de toute contemplation spirituelle. Guénon n'est donc pas du tout utopiste. Il ne pense pas que cette élite traditionnelle occidentale se constituerait de manière assez facile, assez spontanée, de manière assez solide et assez rapide. Mais René Guénon se contente de proposer une préparation préalable de la constitution d'une telle élite. Il est là au principe, il est là au départ des conditions de la voie spirituelle et de la constitution de cette élite qui est la vocation de toute voie spirituelle, ésotérique, métaphysique, intellectuelle et spirituelle. Cette constitution est loin d'apparaître comme immédiatement possible, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas songer à la préparer dès maintenant. Et d'ailleurs, le bienfait et le fruit des efforts pour constituer une élite doit être déjà conçu comme des bienfaits individuels. Si un cataclysme se produisait avant même que l'élite n'ait été pleinement constituée, les résultats du travail antérieur se borneraient évidemment aux bénéfices intellectuels qu'en auraient recueillis ceux qui auraient pris part, c'est-à-dire des bénéfices intérieurs, intellectuels et spirituels purement individuels. Mais ces bénéfices sont par eux-mêmes quelque chose d'inappréciable, c'est-à-dire d'inestimable. Et ainsi, ne dût-il y avoir rien d'autre, il vaudrait encore la peine d'entreprendre ce travail. Les fruits en demeureraient alors réservés à quelques-uns, mais ceux-là auraient, pour leur propre compte, obtenu l'essentiel. Donc là, René Guénon envisage la possibilité où cette élite se serait reconstituée uniquement pour elle-même, sans avoir pu devenir la direction d'un groupe social ou d'une société, mais où simplement cette élite se serait reconstituée et aurait acquis des bénéfices intellectuels et spirituels pour elle-même seulement. Et donc, vraisemblablement, cette élite ne pourrait avoir que le rôle d'arche dans le déluge inévitable de la fin du cycle, de cette humanité occidentalisée et totalement modernisée qui va à sa ruine. Si l'élite, tout en étant déjà constituée, n'avait pas le temps d'exercer une action suffisamment généralisée pour modifier profondément la mentalité occidentale dans son ensemble, cette élite serait véritablement, pendant la période de trouble et de bouleversement, donc cette fin de cycle, cette fin de civilisation occidentale, cette élite serait donc l'arche symbolique flottant sur les eaux du déluge. Il s'agirait donc
non plus d'exprimer, de manifester, de répandre une influence spirituelle traditionnelle sur la société entière, mais à l'inverse, de condenser l'esprit traditionnel, de le concentrer en soi, ou dans un petit groupe éventuel, ne formant que la graine, ou qu'un sac de graines si vous voulez, une boîte de graines, le point du Nun, suivant le symbolisme évoqué par René Guénon dans l'article sur cette lettre, le symbolisme de la lettre Nun, dans le symbole de la science sacrée. Donc, dans cette lettre Nun est formée par un demi-cercle inférieur, surmonté d'un point. Et donc cette lettre Nun symboliserait donc géométriquement l'arche qui flotte, donc ce bateau, ce navire qui flotte sur les eaux du déluge et qui contient dans son enceinte et qui préserve, qui garde, qui protège la graine, le point à partir duquel se fonderont toutes les possibilités du cycle suivant qui va se réinstaurer après la dispersion des eaux du déluge. Donc telle est la mission véritable de l'élite qui se reconstitue. Guénon termine par l'importance essentielle de la qualification sans laquelle une telle voie et un tel projet sont hautement dangereux. Répétons-le. Bien des gens pourraient être tentés, si on leur en indiquait les moyens, de s'essayer à des réalisations auxquelles rien ne les aurait préparés, uniquement pour voir, sans en connaître la véritable raison d'être et sans savoir où elle pourrait les conduire. Et ce ne serait là qu'une cause supplémentaire de déséquilibre, qu'il ne convient nullement d'ajouter à toutes celles qui troublent aujourd'hui la mentalité occidentale et qui empêchent la reconstitution d'une véritable voie spirituelle traditionnelle. Donc là, René Guénon rappelle encore la nécessité de qualification et de la traversée de plusieurs étapes préparatoires à l'entrée dans une véritable voie spirituelle, notamment mystique ou ésotérique, mystique dans le sens véritable et étymologique du terme, entrer dans les mystères divins, dans les mystères métaphysiques, universels, spirituels, véritables. Et donc toutes les personnes qui croient pouvoir s'essayer à entrer dans des formes plus ou moins ésotériques, traditionnelles ou spirituelles d'aujourd'hui, ne deviennent qu'une cause supplémentaire de déséquilibre, de confusion et de trouble qui empêchent et qui voilent la voie vers une véritable spiritualité, une véritable tradition spirituelle. Donc, fin du chapitre 3 de la deuxième partie d'Orient et Occident. Comme cela fait déjà 38 minutes, je vais arrêter là pour cette séance et nous allons donc conclure avec une dernière séance qui sera peut-être plus courte, mais voilà. Donc, fin de l'avant-dernière séance d'Orient et Occident, et je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en me faisant des dons sur Tipeee sur la page du séminaire René Guénon. À bientôt.